Chapitre 1. La veille commence. Une nuit dans des lits médiévaux. Ah, le sommeil. Cet état insaisissable de bonheur inconscient que les gens modernes aiment optimiser avec des diffuseurs de lavande, des couvertures lestées et des oreillers en mousse à mémoire de forme à $400. Mais si vous, cher lecteur, vous vous surprenez à fantasmer sur l'idée d'échapper au chaos du monde moderne pour les temps plus simples du Moyen-Âge, permettez-moi de briser ce rêve comme une toiture mal faite, sous un bouc particulièrement en colère, parce que dans le monde médiéval, le sommeil n'était pas tant un moment de repos qu'un pari à haut risque, avec l'inconfort, les nuisibles et peut-être la damnation éternelle. Bienvenue à la garde de nuit, ami. Tire-toi une paillasse, si tu as la chance d'en avoir une, et prépare-toi pour une nuit que tu n'oublieras jamais, si tu survis à tout ça. Mettons-nous dans l'ambiance. C'est une soirée fraîche, en l'an 1287, dans le modeste village de Mucklebury-on-the-Mire. Un nom qui semble pittoresque, jusqu'à ce que l'on réalise qu'il est nommé ainsi, parce que tout le village est, en fait, en train de couler dans un marais. Le soleil a disparu sous l'horizon, projetant une ombre lugubre sur les cottages en torchis et colombages qui s'effritent. À l'intérieur de l'une de ces demeures, nous trouvons le malheureux paysan, Edgar le Malpropre, qui vient de terminer son repas du soir de bouillie, de pain rassis, et, en guise de dessert, l'espoir vague de jours meilleurs. Le lit d'Edgar, ou ce qui y ressemble, est une litière inégale de paille sur le sol en terre battue, partagée avec sa femme, Maude, dont le ronflement pourrait rivaliser avec une cloche d'église, leurs 3 enfants, tous nommés des variations de Will, parce que la créativité est pour les nobles, une poule nommée Bessie, et un cochon, appelé Sir Snortsworth, également présent, bien que moins formellement invité, une communauté vive de puces, de punaises de lit et de rats occasionnels, qu'Edgar appelle affectueusement les grignoteurs de minuit. Alors que les dernières sebraises dans l'âtre s'éteignent, Edgar soupire, ajuste son bonnet de nuit, un lambeau de toile de jute qui a jadis rêvé de devenir un sac de pommes de terre, et se prépare pour la nuit. Mais ne vous laissez pas tromper, ce n'est pas l'heure du coucher tel que vous le connaissez, car dans le monde médiéval, le sommeil n'était pas une seule période ininterrompue de bonheur. Non, c'était une performance en 2 parties, avec une interruption obligatoire connue de manière sinistre sous le nom de veille. Permettez-moi de faire une pause, ici, cher lecteur, et d'expliquer le concept de sommeil segmenté, ou comme j'aime l'appeler, la manière dont la nature s'assure que vous n'obtenez jamais vos 8 heures complètes. La nuit était divisée en 2 actes. Premier sommeil, quelques heures de sommeil léger et agité, où vous rêviez de meilleure nourriture et de moins de puces, suivi d'un intermède aux yeux grands ouverts, vers minuit, la veille, et ensuite, si les poux ne vous avaient pas encore rendu fou, second sommeil jusqu'à l'aube. Pourquoi? Demandez-vous. Était-ce un choix? Par choix? Par un décret du seigneur local des horaires de sommeil? Non, c'était simplement ainsi que la vie fonctionnait lorsque le soleil dictait vos heures de réveil, et que vous n'aviez pas TikTok pour vous plonger dans un défilement sans fin à 2 heures du matin. Alors, revenons à Edgar. Nous sommes maintenant au milieu de la nuit, et il sort de son premier sommeil, non pas à cause d'un romantique désir médiéval, de réflexion spirituelle, mais parce que Bessie la poule a décidé de pondre un œuf directement sur son front. Il cligne des yeux avec torpeur, chassant la volaille, seulement pour que Sir Snortsworth pousse un grognement indigné et se repositionne carrément sur les pieds d'Edgar. Edgar soupire. Ceci, cher lecteur, est la veille, un moment où les gens du Moyen-Âge se levaient de leur sommeil
pour 1 heure ou 2 de ce que je ne peux décrire que comme du multitâche médiéval de minuit. Certains utilisaient ce temps pour prier, d'autres pour raccommoder des vêtements, et certains, comme la voisine d'Edgar et elle, pour se disputer bruyamment avec son mari, sur qui avait laissé la porte de la grange ouverte, et avait laissé les oies s'échapper, encore une fois. Pour les plus enclins à l'amour, la veille était curieusement considérée comme le moment idéal pour l'intimité. Oui, vraiment. Les textes médicaux médiévaux suggéraient mais que le corps était bien reposé et l'esprit calme pendant cette période. Je ne suis pas tout à fait sûr de la façon dont on pouvait être calme en s'inquiétant de savoir ça, si un rat allait grignoter vos orteils. Mais peut-être qu'ils avaient raison. Après tout, il est difficile de se disputer quand on est trop fatigué pour s'en soucier. Venture au-delà de la cabane d'Edgar pour atteindre le manoir de Sir Reginald de Lumpworth, un chevalier aux moyens modestes et aux goûts extravagants. Le lit de Sir Reginald est, selon les normes médiévales, un palais de luxe, un cadre en bois massif avec 4 poteaux, un matelas en plumes, rempli, soit dit en passant, des plumes de ces oies de valeur, qui le regardent maintenant avec ressentiment depuis la cour, et une baldaquin pour bloquer les courants d'air, ou du moins pour attraper la chauve-souris occasionnelle qui tombe. Sir Reginald s'étend sur son lit, drapé dans une chemise de nuit en lin et une coiffe de nuit si longue qu'elle pourrait faire office d'écharpe. Alors que l'horloge céleste sonne minuit, lui aussi se réveille, non pas pour prier ou être productif, mais pour effectuer ce qu'il appelle ses inspections de minuit. Cela implique de se faufiler autour du manoir, avec un bout de bougie, en scrutant les coins sombres à la recherche de cambrioleurs, de cerfs rebelles ou, plus alarmant encore, de sa belle-mère, Lady Gwendoline, qui a l'habitude d'apparaître sans prévenir comme un spectre en coiffe. Sir Reginald est accompagné lors de ses errances nocturnes par son fidèle écuyer, Percival, qui est à peine moins endormi que le chien de la famille. Le travail de Percival est de porter la bougie, de paraître terrifié et de rappeler occasionnellement à Sir Reginald que non, l'ombre près de la fenêtre n'est pas un fantôme, c'est juste le linge qui flotte dans la brise. Pendant ce temps, au monastère local, les moines de l'abbaye Saint-Benoît se lèvent pour les matines, le service de prière de minuit qui est moins axé sur la réflexion spirituelle et plus sur l'endurance du froid dans un silence stoïque. Frère Ambroise, un homme corpulent avec une voix semblable à celle d'une cornemuse déchirée, dirige le chant, tandis que frère Barthélemy peine à garder les yeux ouverts, sa tête hochant comme une poule à l'heure du repas. Les lits monastiques sont un modèle d'austérité, de simples planches de bois, peut-être un mince matelas de paille, si vous avez de la chance, pas d'oreiller, et absolument aucune intimité. Les moines dorment entièrement habillés, non par modestie, mais parce que l'idée de retirer leur robe dans une pièce chauffée uniquement par la chaleur corporelle partagée est une recette pour l'hypothermie. Ils portent également des bonnets de nuit, non pas par souci de mode, mais pour éviter que leurs oreilles ne gèlent. De retour à Mucklebury-on-the-Mire, la veille d'Edgar bat son plein. Maud, s'étant réveillée d'un rêve de navet dansant, commence à poquer le feu, marmonnant sur le travail du diable, et si la chèvre est toujours dans la cour. Les enfants s'agitent, se frottant les yeux, et Edgar décide de faire le tour, vérifier le loquet de la porte, qui tient à peine, jeter une bûche dans le feu et compter les animaux, 1 cochon, 2 poules, 3 Wills, 1 Maud, et attendez, où est le rat? Le rat, il s'avère, est à l'intérieur de la chaussure d'Edgar, et il y a un bref moment de slapstick chaotique, alors qu'Edgar essaie de le déloger,
sautant sur un pied, pendant que Maud crie qu'il va réveiller le chevreau, qui a inexplicablement dormi dans le berceau. Ah oui, le berceau. Dans la maison médiévale, la vie privée n'était pas tant un concept qu'un rêve lointain et inaccessible. Les familles, les serviteurs et parfois les visiteurs se couchaient tous dans le même espace, entassés ensemble pour se réchauffer. L'espace personnel n'était pas mesuré en pieds, mais en coudes, genoux et parfois en coups de tête accidentels. Les enfants pourraient se blottir entre les parents. Les cousins pourraient dormir en tas comme des chiots. Le chien pourrait revendiquer la place la plus chaude près du foyer. Et si vous vous retourniez dans la nuit, mieux vaudrait être prêt à rencontrer un visage, humain ou autre, à quelques centimètres du vôtre, au fur et à mesure que la nuit avance. Les sons du sommeil médiéval emplissent l'air. Le grattement rythmique des infestations de poux traités avec des ongles, le doux bruissement de la paille, les prières murmurées de temps en temps, et la symphonie inimitable des ronflements dans toutes les tonalités imaginables. Il y a le sifflement aigu d'Edgar, le grognement guttural de Maud, le ronflement sifflant du petit Will et les grognements basso profundo de Sir Snortsworth, et par-dessus tout, le danger toujours présent que le feu s'éteigne. Si le foyer s'éteint, la pièce se transforme en réfrigérateur. Alors de temps en temps, quelqu'un, généralement la personne qui a tiré la plus courte paille, se lève pour ranimer les braises, en espérant ne pas enflammer le toit de chaume au passage. Au moment où le coq chante, en supposant que la poule n'ait pas été mangée par un renard ou piétinée par un paysan somnambule. Le deuxième sommeil se termine et le village commence à s'éveiller. Edgar se redresse, s'étire le dos avec un craquement qui pourrait réveiller les morts et soupire. Une autre nuit de survécu, un autre jour commence. Alors, cher lecteur, si vous vous surprenez à romantiser le mode de vie médiéval, à rêver de temps plus simples, sans smartphone ni réseaux sociaux, rappelez-vous simplement que vous partageriez probablement un lit avec la moitié de votre famille, un cochon, une colonie de poux et une poule aux frontières discutables. Vous vous réveilleriez 2 fois par nuit, gratteriez vos piqûres de puces, murmureriez une prière contre le diable et prieriez de ne pas mourir dans votre sommeil. Et encore, si vous aviez de la chance, alors, aimeriez-vous entendre ce qu'ils ont pris pour le petit déjeuner? Ou peut-être préféreriez-vous vous joindre à moi pour une prière de minuit avec les moines? La veille vient de commencer, après tout. Chapitre 2. Multitâches de minuit, le sacré et le bizarre. Ah, minuit dans le monde médiéval, un temps de tranquillité à la lueur des bougies, un doux silence descendant sur le village comme une couverture en laine. Sauf, bien sûr, pour le fait que personne ne dort réellement. Oui, cher lecteur, si vous pensiez que la nuit au Moyen-Âge se résumait simplement à se blottir sous une feuille de jute, à soupirer mélancoliquement vers la lune et à attendre le coq pour annoncer l'aube, eh bien, vous n'avez clairement pas rencontré les habitants de Mucklebury-on-the-Mire. Ce n'est pas un village où l'on dort paisiblement. Non, non, non. C'est un village où la garde est en pleine effervescence, complètement débridée. Jetons un œil à l'intérieur des diverses cabanes, halls et chambres humides de ce petit hameau maudit, et voyons exactement ce qui passe pour des activités de minuit dans un monde où le Wi-Fi n'a pas encore été inventé, mais où les poux, eux, le sont certainement. Exposition A. Les guerriers de la prière. Nous commençons, comme toute bonne narration médiévale devrait le faire. Dans la masure de la vieille Agnès Butterfingers, une femme si dévote qu'elle ferait passer saint Benoît pour un paresseux. Agnès, dans la soixantaine. Ou du moins, c'est ce qu'elle prétend, bien qu'elle ait eu 80 ans depuis avant la peste. Se lève à minuit pile,
pour ce qu'elle appelle sa sainte heure de nettoyage de l'âme. Un régime intense de prières murmurées, de psaumes marmonnés, et de temps en temps, un coup de la main dans l'air quand elle pense entendre le diable rôder dans les poutres. Sa voix, aussi rauque qu'un vieux poulailler, résonne dans l'obscurité. « Seigneur, délivre-moi des péchés de la gourmandise, de la paresse, et ô zut, est-ce qu'une souris ronge encore ma sandale ?» Son petit-fils, petit Tom, qui a 12 ans, nommé d'après un navet, est totalement convaincu qu'il est destiné à devenir un chevalier parce qu'il a une fois trouvé une cuillère rouillée dans la boue. Grogne depuis sa paillasse. « Mamie, il est au milieu de la nuit. »« Exactement, » s'écrie-t-elle. C'est à ce moment-là que le diable fait son meilleur travail, espèce de paresseux. Maintenant, va me chercher le psautier. Petit Tom obéit, surtout parce que la canne d'Agnès a une précision inquiétante lorsqu'elle est lancée à travers une pièce sombre. Exposition B. Les débats domestiques. 2 cottages plus loin, dans la maison d'Ethel, l'improbable est de son mari, longuement souffrant. Roger le confus, la veille a pris une tournure décidément plus combative. Le couple est engagé dans leur rituel nocturne du grand argument de la porte de la grange, une tradition sacrée où ils débattent, pour la 1037e soirée consécutive, de savoir si Roger a bien pensé à fermer la grange avant d'aller se coucher. « Je t'ai dit que je l'avais verrouillée, femme. » Roger rugit, sa voix étouffée par l'oreiller qui couvre à moitié son visage. « Eh bien, ça ne semble pas verrouillé, Roger. » Siffle Ethel, les bras croisés comme une croisée prête pour la bataille. Comment quelque chose peut-il sembler verrouillé? Parce que, Roger, j'entends donc le vent siffler à travers, voilà comment. C'est le son de l'irresponsabilité. Cela dure 1 heure entière, escaladant en accusations de paresse, d'oubli, et de cette fois en 1273, où Roger aurait prétendument laissé la chèvre dormir dans leur lit, juste cette fois, et la chèvre a immédiatement mangé la moitié du matelas. Finalement, Roger, murmurant des jurons entre ses dents, sort, en titubant dans l'obscurité, pour vérifier le loquet, seulement pour trouver la chèvre elle-même, debout dans l'embrasure de la porte de la grange, ayant l'air totalement impénitente. Exposition C. La rencontre des amants. Maintenant, passons à quelque chose d'un peu plus intime. Dans le manoir de Sir Reginald de Lumpworth, oui, encore lui, la veille est considérée comme le moment idéal pour les engagements romantiques. Selon le guide médiéval du médecin sur l'amour et autres inconvénients, les heures après le premier sommeil étaient idéales pour les relations conjugales. Sir Reginald, vêtu d'une chemise de nuit en lin, qui pourrait servir de tente, et d'une toque si longue qu'elle le fait trébucher de temps en temps, tente de raviver les flammes de la passion avec Lady Gwendoline, une femme qui a la chaleur émotionnelle d'un navet humide. « Ma chère, » murmure Sir Reginald, « voudrais-tu te joindre à moi pour un petit diteuil, tu sais, un ébat nocturne ?» Lady Gwendoline, qui est déjà à mi-chemin de son dévotion nocturne sur les saints, ayant renoncé à tout plaisir terrestre, soupire profondément. « Reginald, je t'ai dit. » Pas les mardis, les saints font la grimace les mardis, c'est mercredi. Vraiment? Oh, eh bien, peut-être mardi prochain, alors, indécis. Sir Reginald se penche en avant, seulement pour être surpris par l'apparition soudaine de Percival, le page, qui a fait irruption, sans prévenir pour informer son seigneur, que le toit de la cuisine semble fuir directement dans le tonneau de farine. Par les saints, Percival. Reginald rugit, ajustant rapidement sa coiffe de nuit. Ne vois-tu pas que je suis occupé à tenter de séduire d'ici? Percival, qui a la conscience sociale d'un ragoût de navet,
hoche simplement la tête solennellement. « Bien sûr, monseigneur. Dois-je chercher un seau pour la farine ou pour la autre situation ?» Exposition D. La société du dernier verre. Et puis, dans le coin reculé du village, à la lueur vacillante d'une bougie en suif, nous trouvons la Mucklebury Nightcap Society en pleine séance. Oui, c'est bien ça, la société du Nightcap, un groupe de villageois, principalement des vieux hommes, avec trop de temps libre et pas assez de cheveux sur la tête, se rassemble à minuit pour comparer, critiquer et débattre des mérites de leur bonnet de nuit. Il y a Horace, le chauve, dont le bonnet de nuit est si pointu qu'il pourrait servir d'arme, Geoffrey, le gazouilleur, dont le bonnet de nuit a une poche intégrée pour réchauffer les herbes, et prétendument des gousses d'ail, bien que personne n'ose demander pourquoi. Et Alfred l'inutilement fier, qui prétend que son bonnet de nuit, tricoté avec la laine d'un seul mouton, extrêmement têtu, a été béni par un moine de passage et éloigne donc les cauchemars. La discussion de ce soir est animée. Je dis qu'un bonnet de nuit doit mesurer au moins 12 pouces de long pour bien isoler les oreilles. Horace insiste, tapotant le sien avec un air d'autorité. N'importe quoi. Geoffrey intervient, laissant échapper accidentellement un son qui confirme son surnom. Ce n'est pas une question de longueur. C'est une question de texture. Un bon dernier verre doit être assez rugueux pour te rappeler ta mortalité. Alfred se contente de s'adosser, un sourire en coin, laissant son bonnet de nuit multicolore et imposant parler à sa place. Ceci, cher lecteur, est la mode médiévale à son apogée. Discuter de chapeaux au beau milieu de la nuit, pendant que les rats rongent la paille au-dessus. Exposition, le chuchoteur de choux. Aucun récit de folie médiévale de minuit ne serait complet sans Oswald, le chuchoteur de choux. Un homme d'âge incertain, probablement fou, et convaincu que les choux détiennent les secrets de l'univers. Chaque nuit pendant la veille, Oswald erre dans le village, en murmurant aux choux, réels, imaginaires, ou parfois simplement des pierres de forme suspecte. « Dis-moi tes secrets, ô oracle feuillu », murmure-t-il avec ferveur, pressant son oreille contre un chou, dans le coin de sa chaumière. Sa femme, Mildred, qui n'en a plus rien à faire, se retourne simplement sur sa paillasse de paille et marmonne. « Pour l'amour du ciel, Oswald, si tu vas chuchoter aux légumes, fais-le au moins en silence. » Les navets essaient de dormir. Exposition F, snack de minuit ou leur absence. Bien sûr, aucune nuit médiévale ne serait complète sans un estomac qui gargouille. Car dans un monde où le dîner était une soupe claire et le déjeuner une prière pour la pluie, la faim de minuit était bien réelle. Ainsi, de nombreux villageois se livrent à des collations de minuit, qui sont moins des collations que des expéditions de recherche désespérées. Edgar le Malpropre, notre valeureux paysan du chapitre 1, tente maintenant de ronger un morceau de pain, si rassis qu'il pourrait être utilisé comme arme de jet. Pendant ce temps, Ethel l'improbable a dû se résoudre à lécher les dernières strass d'oignons de la cuillère familiale, tandis que Roger, le confus, se demande s'il est moralement acceptable de subtiliser une poignée d'orge dans la mangeoire des cochons. Sir Reginald, bien sûr, se régale d'une cuisse de faisan froide, d'un morceau de fromage douteux et d'une coupe de vin, car le privilège noble inclut la gloutonnerie de minuit et le droit de se plaindre bruyamment de l'indigestion à l'aube. La garde se termine, et donc, alors que la nuit s'étire vers son second sommeil, la veille s'achève. Les guerriers de la prière murmurent leur dernier verset. Le chuchoteur de choux s'endort en plein milieu de sa leçon à ses disciples feuillus. La Société du Ver de Nuit accepte de se retrouver la semaine prochaine,
pour discuter de la controverse émergente, des capes à double couche. Edgar, ayant réussi à localiser et à chasser le rat de sa chaussure, retombe sur sa paille en soupirant. Maud grogne dans son sommeil, à propos de la façon dont les saints jugent tout le monde pour être paresseux. Petit homme rêve de tuer un dragon, ou peut-être juste un très gros oie. Et alors que les étoiles scintillent au-dessus des toits humides de Mucklebury-on-the-Mire, un ronflement collectif s'élève du village. Un chœur de la résistance obstinée de l'humanité a laissé l'inconfort, la faim et l'angoisse existentielle gâcher une nuit de sommeil parfaitement bonne. Ah, mais ne vous installez pas trop confortablement, cher lecteur, car dans le prochain chapitre, nous explorerons les dangers de dormir avec des animaux. Une histoire de cochons dans le lit, de chiens sur vos pieds et de poules qui ne respectent pas l'espace personnel. Dors bien et essaie de ne pas penser au pouls. Chapitre 3. Ration de campagne et philosophie. Si vous avez déjà fixé votre réfrigérateur à 2 heures du matin, vous demandant s'il est acceptable de manger de la pizza froide pour la 3e nuit consécutive, félicitations. Vous êtes déjà sorrilelis, vous êtes déjà à mi-chemin de comprendre l'expérience culinaire médiévale. Sauf qu'imaginez qu'il n'y a pas de réfrigérateur. La pizza est un morceau de pain d'orge si dur qu'il pourrait fissurer le casque d'un chevalier, et votre seule option d'assaisonnement est l'espoir. Bienvenue de nouveau, cher lecteur, dans le monde de Mucklebury-on-the-Mire, où le concept de régime équilibré est moins une question de nutrition et plus une question de ce qui n'a pas été volé par la chèvre de votre voisin. Commençons notre voyage à travers la philosophie culinaire du Moyen Âge, où le dîner est une théologie, la cuisine est un chaos, et la survie est le plat principal, l'aube du dîner, quand l'estomac d'un paysan n'est qu'une suggestion. Dans la modeste cabane d'Edgar le Malpropre. Oui, encore lui. Habituez-vous à Edgar. Il est la colonne vertébrale de cette histoire, tout comme la poutre moisie qui soutient son toit. La famille se rassemble pour ce qu'ils appellent, avec optimisme, le souper. Le menu de ce soir, bouillie d'orge, encore, un navet douteux, un morceau de fromage qui est peut-être plus vieux que petit Tom. Edgar fixe son bol, la bouillie se solidifiant en une pâte si épaisse qu'elle pourrait servir de colle à papier peint médiéval. Maud, toujours l'optimiste, le pique avec une cuillère en bois et déclare « Ah, il est bien pris ce soir. Moins comme une soupe, plus comme du mortier spirituel. » Petit homme, toujours le rêveur, demande « Père, penses-tu que nous aurons un jour un repas sans verre ?» Edgar, qui utilise actuellement sa cuillère pour chasser un insecte particulièrement récalcitrant sur le bord de son bol, soupire. Cela, mon fils, est une question philosophique, ce qui nous amène à notre première grande vérité culinaire philosophique du Moyen Âge. Toute nourriture est une question de théologie, de survie et de savoir si vous pouvez la mâcher avant qu'elle ne vous mâche. Le menu monastique, austérité, bière et empoisonnement. Accidentel pendant ce temps, dans les froides salles de pierre de l'abbaye de Saint-Benoît, les moines préparent leur propre repas du soir. Frère Ambroise, le maître de chœur corpulent dont la robe a connu de meilleures décennies, scrute la table avec la solennité d'un homme sur le point de bénir un champ de bataille. Le repas, disposé avec un sens de l'humilité monastique et peut-être une pointe de masochisme, se compose de un potage de lentilles si fade qu'il pourrait être classé comme une crise existentielle, une tranche de pain si dure, frère Grégoire n'utilise son poignard pour le couper, elle parce que même les plus saints ont besoin d'un peu de courage liquide. Frère Barthélemy, toujours le questionneur, se penche vers Ambroise
et murmure. Pensez-vous que le Seigneur avait l'intention que nous souffrions autant au dîner? Ambroise, et mi-bouche, sur une lentille particulièrement coriace, contemple la question et répond. Le Seigneur agit de manière mystérieuse, frère Barthélemy. Parfois, il agit à travers les lentilles, et parfois, il agit à travers le gaz. Bartholomé, les yeux écarquillés, note cela sur un morceau de parchemin, sous le titre « Hérésie, potentielle, à confesser plus tard ». Le festin du chevalier, viande, hydromel et morale, optionnel. Au manoir de Lumpworth, Sir Reginald organise de ce qu'il appelle généreusement un festin, et que le personnel de cuisine appelle discrètement le carnage des restes. La table gémit sous le poids de une tête de sanglier qui semble regarder tout le monde avec jugement. Tourte aux pigeons, surtout de la croûte, un poisson suspectement grisâtre que Percival l'écuyer jure était frais ce matin, bien que personne ne se souvienne de rivières à proximité. Hydromel, en quantité copieuse, Sir Reginald, déjà plusieurs coupes dans le nez, lève un toast, à l'honneur, à la gloire, et à ne jamais laisser les légumes souiller cette table. Lady Gwendoline, toujours la mouche du coche de l'enthousiasme culinaire, fronce les sourcils. Ne devrions-nous pas manger quelque chose de vert de temps en temps, monseigneur? Sir Reginald ricane. Les légumes sont pour les paysans et les chèvres, ma chère. Nous, la noblesse, festoirons de viande et d'hydromel jusqu'à la fin des temps, ou du moins jusqu'à ce que nous mourions tous de la goutte. Percival hoche la tête solennellement, bien qu'il mâche secrètement une carotte sous la table, ayant découvert que le scorbut est une préoccupation très réelle. Le grand débat, est-ce de la nourriture ou une punition? À mesure que la soirée avance et que les villageois, moines et nobles, tentent de digérer leurs repas respectifs, un phénomène étrange se produit. La philosophie émerge de la faim. Edgar, maintenant en train de ronger ce qui pourrait être le même morceau de pain d'orge qu'il avait il y a 3 jours, fixe le feu et se demande à voix haute. « Maud, penses-tu que la nourriture a meilleur goût quand on ne peut pas se la permettre ?» Maud, qui inspecte actuellement une feuille de chou à la recherche de signes d'intervention divine, ou au moins de bugs, réfléchit. Je pense que la nourriture a meilleur goût quand elle ne bouge pas. Pendant ce temps, dans l'abbaye, le frère Barthélemy, inspiré par la monotonie des lentilles, demande à la salle. Frère, si nous rêvons de nourriture pendant notre second sommeil, est-ce de la gourmandise de l'esprit? Frère Ambroise cligne des yeux, lentement. Barthélemy, si tu poses une question de plus pendant un repas, je te désignerai personnellement à la corvée de latrine pour 1 mois. Au manoir de Lumpworth, Sir Reginald explique les vertus de la viande comme pierre angulaire de la civilisation. Sans viande, nous ne sommes que des bêtes. Avec de la viande, nous sommes des bêtes nobles. Lady Gwendoline soupire si fort qu'elle éteint une bougie à proximité. Recherche nocturne, la quête désespérée de snacks. À l'approche de l'heure de la veille, les estomacs des villageois grondent comme des tambours de guerre lointains. Dans un état de désespoir, ils se lancent dans des expéditions de recherche de nourriture à minuit, qui ressemblent moins à une chasse noble qu'à une mêlée chaotique. Edgar, tenant un bout de bougie, s'aventure dans la froide nuit pour vérifier les réserves alimentaires communes, qui ne sont en réalité qu'un grand baril contenant quelques pommes, toutes à moitié pourries, quelques oignons et une seule meule de fromage légèrement humide, gardée par une oie particulièrement agressive. Il tente une approche furtive, mais l'oie, sentant une menace pour son stock de produits laitiers, siffle de manière menaçante et bat des ailes. Edgar se retire, marmonnant des choses sur des démons à plumes et jurant d'inventer un piège. Dans le monastère,
frère Ambroise se faufile dans la cuisine pour grignoter discrètement des croûtes de pain restantes, seulement pour découvrir que frère Barthélemy est déjà là, essayant de racler silencieusement des lentilles sèches du pot. Les deux se regardent dans la lumière tamisée, comme deux souris prises dans le même piège. Au manoir de Lumpworth, Sir Reginald demande à Percival d'aller chercher un en-cas de minuit composé de faisan froid et d'une coupe d'hydromel. Percival, fatigué d'être un simple livreur de viande glorifié, envisage brièvement de laisser tomber accidentellement le faisan par terre, mais y renonce. Sir Reginald a été connu pour se battre pour moins que cela. Le digestif philosophique. Pourquoi mangeons-nous même? Alors que le deuxième sommeil les appelle, nos personnages tombent dans une torpeur induite par la nourriture, leurs esprits dérivant vers les grandes questions. Edgar, grattant une piqûre de puce, se demande « Si nous ne mangeons que ce que nous pouvons cultiver et que la terre est maudite, sommes-nous maudits aussi ?» Frère Barthélemy, s'endormant sur une paillasse qui sent légèrement le chou, se demande « Si le Seigneur nourrit les oiseaux du ciel, pourquoi nous nourrit-il de lentilles ?» Sir Reginald, le ventre plein à craquer, murmure à Lady Gwendoline « Penses-tu qu'il y a un paradis pour les chevaliers ?» Avec un banquet, juste de la viande, pas de légumes. Lady Gwendoline, qui sirote tranquillement une tasse de bouillon léger, ne prend même pas la peine de répondre. Elle est déjà endormie, rêvant d'un avenir où les repas incluent des salades et moins de discours sur l'honneur. Et ils s'endormirent. La nuit s'approfondit. Les feux brûlent faiblement. L'oie se tient victorieuse sur la roue de fromage. Mucklebury-on-the-Mire s'installe, dans son second sommeil, agité, les ventres grondants, les rêves vacillants avec des visions de viande rôtie et de choux qui ne murmurent pas. Parce que dans le monde médiéval, la nourriture n'est pas seulement une subsistance, c'est de la philosophie, c'est de la foi, c'est de la survie. Et c'est un rappel que parfois, c'est vous qui mangez le pain, et parfois, c'est le pain qui vous mange. Chapitre 4. Le grand incident du fromage et autres désastres culinaires. Ah, Mucklebury-on-the-Mire, un village si pittoresque, si charmant, si absolument rempli de catastrophes culinaires, que le panneau de la taverne locale indique « Mangez à vos risques et périls ». C'était un mardi matin, ou peut-être un mercredi. Il était difficile de le dire à Mucklebury, où la cloche de l'église manquait depuis 3 semaines, et où le temps lui-même semblait tourner en rond. Et la place du village était en émoi, avec une excitation particulière, car aujourd'hui, cher lecteur, n'était pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, c'était le jour du fromage. Oui, le jour où les villageois se rassemblaient pour célébrer cette délice laitière, des plus glorieuses et des plus odorantes, le fromage. Pas n'importe quel fromage, je vous prie de noter, mais le légendaire Mucklebury Wheal, un fromage si grand, si vieux et si intensément odorant qu'il avait été officiellement interdit dans 3 villages voisins et qu'on disait qu'il avait autrefois effrayé un prêtre au point de le pousser à une retraite anticipée. La roue de Mucklebury n'était pas née de doux rêves pastoraux. C'était un accident, une monstruosité culinaire, née d'un pari ivre entre la vieille Agnès Butterfingers et Roger le Confus, qui avait parié que personne ne pourrait créer un fromage assez grand pour bloquer l'entrée du puits du village. Eh bien, ils l'ont fait. Et depuis ce jour fatidique, la roue avait été soigneusement vieillie à l'arrière de la taverne, grandissant en taille, en légende et en diversité microbienne. Il était désormais considéré à la fois comme un trésor culinaire et un danger pour la sécurité publique. Le dévoilement de la roue.
Tout le village s'était rassemblé sur la place, tendant le cou pour apercevoir la roue qui avait été traînée sur une charrette tirée par Gérald le chèvre, la seule créature assez têtue pour tirer un tel monstre sans poser de questions. Sir Reginald de Lumpworth, resplendissant dans une tunique qui se tendait aux coutures, qu'il s'agisse de son propre tour de taille ou du poids des attentes ancestrales, c'était flou, se tenait devant la foule, levant son gobelet avec une touche de panache. « Regardez !» tonna-t-il, la voix se brisant à peine. La roue de Mucklebury. Un témoignage de notre prouesse culinaire villageoise, de notre tolérance pour les produits laitiers et de notre incapacité collective à nous souvenir des événements de la journée du fromage de l'année dernière, après que la bière ait manqué. Un cri de joie s'éleva, bien que quelque peu atténué par l'odeur qui émanait du fromage, un arôme, quelque part, entre des chaussettes usées, des oignons fermentés. Et je pense que quelque chose est mort ici. L'incident. Cela a commencé, comme tant de désastres, avec de bonnes intentions. Le plan était simple. Le fromage serait découpé cérémonieusement par Percival, le page, choisi pour cet honneur, car il avait un jour prétendu avoir vu une souris dans la cave à fromage, bien que ce ne fût probablement qu'une hallucination, due à une consommation excessive de pain douteux. Percival, armé d'un couteau comiquement surdimensionné, s'approcha de la meule avec la confiance d'un homme qui n'avait jamais réellement coupé de fromage de sa vie. Les villageois se penchèrent en avant, retenant leur souffle, les ventres grondant d'anticipation, et puis Twump le couteau s'enfonça à moitié dans le fromage et s'arrêta, tremblant comme une Excalibur médiévale. Percival tira. Rien, il tira plus fort. La roue, offensée par cette indignité, se déplaça de manière menaçante. « Peut-être devrions-nous reconsidérer, » murmura frère Ambroise, qui était apparu tenant une chope d'hydromel et arborant l'expression d'un homme ayant vu trop de fromage et pas assez de salut. Mais il était trop tard. Avec un grognement de produits laitiers anciens et un bruit ressemblant à une cornemuse sur laquelle un bœuf se serait assis, la roue de Mucklebury tomba du chariot. Le chaos éclata. Chapitre 5. Festin de figues et dilemmes moraux à Mucklebury on the Mire, ce coin pittoresque de terre humide où la logique va mourir et où le dîner est souvent un exercice de survie. Si vous pensiez que le grand incident du fromage était le summum de l'absurde culinaire, cher lecteur, attachez votre code-pièce, car aujourd'hui, nous nous aventurons dans la fête des figues, une célébration si déroutante et mal avisée qu'elle fait paraître le fiasco de la journée du fromage comme un banquet bien organisé à la table du roi. Le fiasco des figues, origine dans la folie. Tout a commencé avec Lord Percival le Pieux, un homme dont le sens du devoir religieux n'était surpassé que par son ignorance totale de la botanique. Ayant lu un manuscrit particulièrement brouillé d'un moine errant mentionnant les figues comme un symbole de sagesse divine, ou peut-être juste un remède contre la constipation, il était difficile de dire avec les taches d'encre, Percival décida que Mucklebury devait honorer la figue. Mais les figues ne poussent pas ici, monseigneur, balbutia Geoffrey le Ventru, l'horticulteur, officieux du village et théoricien du complot à temps partiel. Il avait un jour prétendu que la lune était un bol à l'envers, placé par des sorcières. « Alors nous les importerons », Percival déclara avec grandeur, agitant la main dans un geste censé symboliser la sagesse, mais ressemblant surtout à un homme essayant d'écraser une mouche avec une baguette. Et donc, à grands frais, et avec pas mal de grognements de la part du trésor du village, une cargaison de figues fut obtenue d'un marchand lointain, qui les décrivit comme légèrement ridées mais pleines de caractère.
Ils sont arrivés à Mucklebury 3 semaines plus tard, à moitié pourris, sentant légèrement la chèvre et grouillant d'une variété de coléoptères, d'acariens et ce qui pourrait être un petit lézard. Le festin commence et le regrette immédiatement. Les villageois, toujours optimistes, ou peut-être juste assez affamés pour manger n'importe quoi, se sont rassemblés sur la place pour participer à la fête des figues, un grand événement comprenant bouillie de figues, décrit par Maud comme de la bouillie, mais plus en colère. Figues rôties sur un bâton, plus de bâton que de figues, Figuelle, une expérience si volatile qu'elle était gardée derrière une barricade. Et bien sûr, la pièce de résistance, la tarte aux figues du jugement moral, une création monstrueuse cuite par la veuve Blodgett, dont la philosophie culinaire était « plus de saindoux, plus d'amour ». La tarte, à peu près de la taille d'une meule de pierre, et suintant des jus hominés, fut présentée à la foule, avec beaucoup de fanfare et un sous-texte de peur existentielle. Dilemme moraux, figues et philosophie. C'est lors de la découpe cérémonielle de la tarte aux figues que les débats philosophiques ont commencé. Est-il péché de manger un fruit importé par des moyens douteux? Se demanda frère Ambroise, en caressant sa barbe, comme si elle pouvait produire une réponse. Est-ce encore un fruit, ou juste une abomination contre la nature? Rétorqua Edgar le malpropre, qui regardait la tarte comme on pourrait regarder un crapaud suspectement gros. Petit homme, toujours le rêveur, demanda. Si je mange une figue et qu'elle contient un ver, l'âme du ver compte-t-elle comme un péché, ou est-ce que je gagne sa sagesse? Cette question a déclenché tout un sous-comité sur la théologie des vers, qui s'est réuni en hâte près de la porcherie sous la direction de Geoffrey le gazouilleur, qui avait un intérêt personnel, ayant une fois avalé un scarabée par accident et s'étant proclamé éclairé. Le débâcle de la bière aux figues. Pendant ce temps, la figale, une concoction expérimentale brassée par Berthe le à peine sobre, faisait des ravages, initialement destinés à être une boisson légère et fruitée. Il avait d'une manière ou d'une autre fermenté en une concoction mousseuse et légèrement explosive, qui provoquait des accès de hoquet spontanés et, dans un cas alarmant, une cécité temporaire. Sir Reginald de Lumpworth, toujours aussi courageux, ou peut-être simplement le plus ivre, insista pour goûter une pleine chope. Quelques instants plus tard, on l'a vu tenter de réciter de la poésie à la charrette de figues, qu'il prétendait avoir une noble contenance. Lady Gwendoline, peu impressionnée comme toujours, murmura. Il parle aux objets inanimés depuis mardi dernier. Au moins, la charrette ne répond pas. Chapitre 6. La bataille des biscuits d'orge. À Mucklebury-on-the-Mire, le village où l'innovation culinaire et la légère hystérie vont de pair. S'il y a une chose que les villageois ont apprise jusqu'à présent, bien que le mot « apprendre » soit un peu fort à Mucklebury, c'est que la nourriture n'est pas seulement une question de subsistance, c'est une aventure, de préférence, avec des résultats douteux. Et ainsi, nous arrivons à la bataille des biscuits d'orge, un événement si profondément inutile qu'il résonne, encore à travers les annales du folklore local, généralement accompagné d'un soupir et d'une prière, murmurée, pour le pardon d'Antère. La genèse de la folie. Tout a commencé, comme tant de désastres, par une compétition. Les villageois, ravis des succès mineurs de la fête des figues, entendez, personne n'était mort cette fois-là, cherchant un nouveau spectacle pour les distraire de l'approche de la saison des boues et de la mystérieuse disparition de la 3e meilleure chèvre de la vieille Agnès, dernière vue en train de scruter une tache de mousse suspecte près de l'étang. Entre en scène Lady Gwendoline,
toujours la patronne des espiègleries déguisées en culture, qui déclara lors de la réunion mensuelle du village, tenue à la taverne, bien sûr, que Mucklebury organiserait un concours de biscuits. Je propose un concours de compétences culinaires et de courage, proclama-t-elle, un sourcil arqué si haut qu'il menaçait de rejoindre les poutres. Une compétition pour déterminer une fois pour toutes qui peut cuire le biscuit d'orge le plus robuste. C'était, bien sûr, une terrible idée. Mais à Mucklebury, les idées terribles avaient tendance à devenir des événements communautaires. Et ainsi fut convenu. Le concours de pâtisserie aurait lieu avec le gagnant déclaré baron ou baronne des biscuits pour l'année et récompensé par la cuillère en bois de la gloire, vue pour la dernière fois soutenant une étagère bancale dans le garde-manger de la taverne, les concurrents. Une étrange troupe d'aspirants. À l'aube, la place du village s'était transformée en un champ de bataille, improvisé de farine, de poussière d'orge et d'égos à peine contenus. Les concurrents se sont alignés, chacun armé de la recette secrète de leur famille, impliquant généralement beaucoup de conjectures et un mépris sain pour les mesures. Parmi les concurrents notables, Maud la Magnifique, connue pour son optimisme indéfectible et un goût alarmant pour la muscade. Geoffrey le Gazouilleur, qui prétendait que ses biscuits étaient infusés avec l'esprit de la terre, un euphémisme pour la purée de bière fermentée. Percival Lepage, brandissant un rouleau à pâtisserie comme une épée large et jurant qu'il pouvait dépasser en pâtisserie n'importe quel homme vivant, ou du moins n'importe quel homme encore debout après 3 chopes de bière de figue. Et bien sûr, la vieille Agnès Butterfingers, déterminée à se racheter après le grand incident du fromage, serrant un sac de ce qu'elle appelait de manière sinistre farine d'orge expérimentale. Les juges, nul autre que Sir Reginald de Lumpworth, déjà 3 chopes d'hydromel dans le nez. Frère Ambrose, cherchant un angle théologique pour justifier cette folie, et Lady Gwendoline elle-même, souriante comme un chat dans une laiterie. Chapitre 7. Le dessert du destin. Dans le village humide et perpétuellement incertain de Mucklebury-on-the-Mire, où les catastrophes culinaires sont moins un risque qu'un passe-temps local, un événement se distingue par son absurdité pure, le dessert du destin. Maintenant, vous pourriez penser qu'après le grand incident du fromage, la bataille des biscuits d'orge et le fiasco des figues, les villageois auraient appris leur leçon. Mais non, cher lecteur. S'il y a une chose plus têtue qu'une chèvre de Mucklebury, c'est le sens de l'ambition culinaire de Mucklebury. L'annonce. Une recette pour la catastrophe. Tout a commencé, comme toutes les bonnes catastrophes, par une annonce. Lady Gwendoline, perchée sur la table de la taverne comme une gargouille particulièrement à la mode, déclara avec grandiloquence « Cette année, en l'honneur de quelque chose ou autre, personne ne pouvait vraiment s'en souvenir, nous organiserons le concours du dessert du destin. Que ce soit un grand spectacle de sucre, de crème et d'ubris débridé. » Un silence tomba sur la foule, brisé seulement par Geoffrey le Gazouilleur, qui murmura « Qu'est-ce que c'est qu'un dessert, bon Dieu ?» Eh bien, expliqua frère Ambroise, qui avait lu un livre de cuisine et se considérait ainsi comme le plus grand expert du village, c'est une chose sucrée. Fait de choses qui ne sont pas des navets. Cette explication, vague et mystique, n'a fait qu'ajouter à l'aura de mystère. Rapidement, les spéculations allaient bon train. Était-ce un gâteau, une tarte, un pudding, ou peut-être, comme insistait la vieille Agnès Butterfingers, une occasion de communier avec les esprits du sucre? Quoi qu'il en soit, ils y parviendraient, et ce serait point glorieux, ou,
plus probablement, horriblement comestibles, les concours préparent. La place du village est devenue un laboratoire de créativité mal orientée. Maud la Magnifique annonça qu'elle créerait un trifle de navets, une décision qui suscita à la fois l'admiration et une légère terreur. Percival le Écuyer jura de préparer une tarte de bataille si grande qu'elle pourrait servir de bouclier. Il a immédiatement réquisitionné 4 oies et une vache très confuse comme ingrédient. Geoffrey le Gazouilleur, jamais à court d'idées, jura d'inventer une barlée brûlée, qu'il prétendait nécessiter une combustion contrôlée. Une phrase qui fit fuir Edgar le malpropre vers le fossé le plus proche. Pendant ce temps, la vieille Agnès commença à murmurer à sa collection d'herbes et d'épices, les menaçant peut-être. La grande cuisson, le jour de la compétition, se leva humide et menaçant, comme la plupart des jours à Mauclebery. Des tables étaient dressées sur la place, chacune ployant sous le poids des ingrédients, des ustensiles et d'un air d'optimisme voué à l'échec. Lady Gwendoline, portant un chapeau en forme de meringue au citron, présidait la scène avec un air de joie à peine dissimulé. « Que la pâtisserie commence !» s'écria-t-elle, et avec cela, le chaos éclata. Les oies de Percival s'échappèrent immédiatement, entraînant une course effrénée autour de la place, qui se termina avec frère Ambrose, aplati dans un tonneau de farine. Le trifle de navets de Maud a pris vie, suintant de manière suspecte à travers la table. La combustion contrôlée de Geoffrey est rapidement devenue une combustion incontrôlée, menant à un petit enfer qui a nécessité que Gérald le Bouc, portant un seau sur la tête, éteigne héroïquement les flammes avec une chope de bière placée stratégiquement. La vieille Agnès gloussait, remuant une marmite qui bouillonnait, avec une telle malveillance qu'elle fit faire le signe de croix à plusieurs spectateurs. La dégustation, une question de survie. Alors que l'horloge sonnait midi, ou ce qu'il pensait être midi, puisque la horloge solaire du village avait été piquée à morceaux par les poules. Il était temps de présenter les desserts. Lady Gwendoline, sœur Reginald, déjà à moitié endormie, et frère Ambrose, encore couverts de farine, prirent leurs places en tant que juges, ayant l'air bien plus nerveux qu'ils ne l'avaient été lors de la dégustation de fromage. Le trifle de navet de Maud fut le premier. Elle tremblait de manière inquiétante. Les juges fixaient. « Est-ce que ça bouge tout seul ?» Lady Gwendoline demanda prudemment. « Je l'appelle le pudding vivant », s'illumina Maud une bouchée plus tard. Sœur Reginald déclara. « Je me sens profondément spirituelle, ou peut-être malade. La tarte de guerre de Percival était la suivante. Il fallait 2 villageois et un mouton pour le porter. »« Impressionnant, » murmura Ambrose, avant que la croûte ne se brise sous son propre poids, en voyant une explosion de plumes d'oie et de crème anglaise dans le public. La barlée brûlée de Geoffrey arriva en dernier, brûlée sur les bords et dégageant une légère odeur de quelque chose. « Quelle est la garniture croustillante ?» demanda Ambrose. « Orgepoint et destin », répondit Geoffrey de manière cryptique, le dessert du destin point révélé. Enfin la vieille Agnès présenta son chef-d'œuvre, une tour de confiserie de miel, d'herbe, et ce qu'elle décrivait comme une touche de belladone, juste pour l'équilibre. Tout le monde recula, sauf frère Barthélemy, qui dans un moment de piété mal placée, prit une bouchée audacieuse et se mit aussitôt à réciter des écritures en 3 langues différentes. Les conséquences, la place du village, autrefois animée par l'ambition, était en ruine. Des tonneaux calcinés, des plumes et de la farine, dérivant comme de la neige, Lady Gwendoline, essuyant le glaçage de sa manche, déclara avec un soupir las.
Qu'il soit su, Mucklebury-on-the-Mire n'est peut-être pas destiné à la grandeur culinaire. La foule, épuisée et vaguement nauséeuse, a tout de même applaudi. Parce qu'à Mucklebury, le véritable dessert, c'étaient les amis qu'ils avaient accidentellement empoisonnés en chemin. Chapitre Pellitter 8. Les grignotages de minuit et autres cauchemars culinaires. Le village de Mucklebury-on-the-Mire avait vu bien des choses. Le grand incident du fromage qui avait laissé la moitié de la place en ruine. La bataille des biscuits d'orge qui s'était plus transformée en une bousculade pour le dernier pain. Et bien sûr, le fameux dessert du destin, dont beaucoup soupçonnaient qu'il avait altéré de façon permanente l'ADN de la faune locale. Mais rien de tout cela, cher lecteur, ne pouvait préparer Mucklebury à l'horreur, au chaos, à la pure angoisse existentielle qui deviendrait connue de tous sous le nom d'incident des encas de minuit. Cela a commencé, comme tant de catastrophes, avec une idée douteusement sobre, la naissance d'une idée terrible, tard dans la soirée, bien après l'heure où les gens sensés de Mucklebury ronflaient paisiblement. Une poignée d'âmes agitées s'étaient rassemblées à la taverne. L'air était chargé de fumée de hydromel, de miettes de navets rôtis et d'un sentiment de malheur imminent. Percival Lepage, encore en train de lécher une tache collante de crème anglaise sur sa tunique, se pencha de manière conspiratrice. « Tu sais ce dont nous avons besoin ?» balbutia-t-il, agitant un morceau de biscuit d'orge à moitié mangé comme un sceptre. « Nous avons besoin d'un festin de minuit. Une véritable aventure culinaire pour ceux d'entre nous, assez courageux pour affronter l'obscurité. » Et les restes, la table tomba dans le silence. Puis Maud la magnifique, les joues rouges de trop de bière de figue, applaudit de joie. Oui, un grignotage de minuit, un festin sous les étoiles, à la lumière des torches, avec seulement les plus courageux et les plus affamés. Geoffrey le gazeux laissa échapper un rognement de désaccord. Vieille Agnès, murmurant sombrement dans sa tasse de thé, dit simplement « S'il est passé minuit, les esprits ont aussi faim. Mieux vaut laisser une offrande. » Ce commentaire a été largement ignoré, car la plupart des choses qu'Agnès disait avaient tendance à être classées sous bruit de fond, vaguement menaçant. Préparatif. Le chaos en préparation. D'ici la soirée suivante, l'idée avait pris de l'ampleur et s'était transformée en un événement à grande échelle. Des tables furent traînées sur la place, des lanternes furent suspendues à des angles précaires, et divers plats expérimentaux furent assemblés, y compris bouillie luminescente, gracieuseté du frère Ambroise, qui insistait sur le fait que c'était un miracle, bien que ce soit en réalité le résultat d'un champignon très enthousiaste, ragoût de tout mariné, que Geoffrey prétendait purifier l'âme, les entrailles et peut-être tout le village, le pudding de l'horreur, une concoction de pain, de bière et d'une quantité alarmante de muscade, gracieuseté de Maud et, bien sûr, la tarte des fantômes de la Saint-Jean, de vieille Agnès, qu'elle jurait de tenir les fantômes à distance, mais qui sentait le regret et les chaussettes bouillies. Le festin, une lente descente dans la folie. Alors que l'horloge sonnait minuit, les villageois se rassemblaient, les assiettes chargées de mésaventures culinaires. L'air bourdonnait d'excitation, de peur et d'une légère odeur de quelque chose qui brûlait. La première bouchée était hésitante, le deuxième était point imprudent. Le pudding cauchemar de Maud a provoqué chez Percival des hoquets si violents qu'il a failli se projeter hors de la table. Le ragoût de tout mariné de Geoffrey a produit un effet que l'on pourrait décrire comme une combustion interne, avec des notes de désespoir. La bouillie phosphorescente du frère Ambrose, une fois consommée, a fait que plusieurs villageois
ont eu des visions de navets dansant, bien que Geoffrey ait insisté sur le fait que ce n'était qu'un éveil à l'orge.